Chers élèves, bonjour. Ravi de vous retrouver encore une fois pour l'étude du dernier extrait de notre nouvelle. Nous répondrons durant cette séance à la problématique suivante. Qu'est-ce qui fait que le dénouement de la main est troublant et étrange? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord revoir le champ lexical des sentiments, des émotions et des sensations. Pour cela, je vais vous expliquer la différence entre ces trois notions, distinguer ensuite les procédés de l'expression du doute et du mystère, et enfin, dégager la structure narrative et le schéma attentif. Revenons maintenant à l'expression des trois notions que j'ai citées. Nous savons très bien qu'il est difficile d'expliquer ces concepts de sentiments, émotions et sensations, même s'ils font partie de notre vie quotidienne. Toujours est-il, nous tenterons quand même de les clarifier pour vous. Alors, sachez que la sensation est une impression qui est produite chez la personne par un stimulus externe ou interne. C'est-à-dire qu'il y a un élément externe ou interne qui va stimuler cette personne-là, et suite à ça, il y aura une sensation qui sera ressentie. Par exemple, quelle sensation nous produit une bonne nourriture? Lorsque vous voyez un bon plat, quelle est la sensation que vous avez? Certainement, on a une sensation de faim, une sensation de tentation, on est tenté de manger. Si par exemple, vous sentez une mauvaise odeur, soit on a la nausée, ou alors on a du dégoût, un bruit fort, que provoque chez vous? Il provoque un agacement. Et si vous regardez le paysage pittoresque, à ce moment-là, vous êtes émerveillé. Et si vous écoutez une musique agréable, on a une sensation d'apaisement. Donc, vous remarquez que les principaux vecteurs des sensations demeurent les cinq sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Par contre, l'émotion est une réaction physiologique à une stimulation. Elle se traduit par un mouvement corporel et ne dure que quelques minutes, le temps de la stimulation. Cela veut dire que si la stimulation vient à disparaître, l'émotion n'aura plus raison d'être. Prenons un exemple. On vous offre un cadeau. L'émotion de joie naît spontanément d'un stimulus. Quel est ce stimulus? C'est le don qu'on vous a fait. Si on vous dit par exemple, « Ah pardon, on s'est trompé » et que ce cadeau ne vous est pas destiné, à ce moment-là, votre joie va disparaître avec la disparition du cadeau qui est le stimulus. Le sentiment, par contre, est une émotion stable et durable. Le sentiment ne disparaît pas avec la disparition du stimulus. Par exemple, le sentiment d'amour, un amour maternel, un amour paternel, il n'est pas né d'un stimulus et il ne disparaît pas suite à la disparition du stimulus. L'amour maternel dure éternellement. Après ces explications, passons à l'étude détaillée de ce dernier extrait. Suivez attentivement la lecture qui sera faite par ma collègue Mademoiselle Drich et répondons aux questions qui vont suivre. Une année entière s'écoula. Or, un matin, vers la fin de novembre, mon domestique me réveilla en m'annonçant que Sir John Rowell avait été assassiné dans la nuit. Une demi-heure plus tard, je pénétrai dans la maison de l'Anglais avec le commissaire central et le capitaine de la gendarmerie. Le valet, éperdu et désespéré, pleurait devant la porte. Je soupçonnais d'abord cet homme, mais il était innocent. On ne put jamais trouver le coupable. Passons aux questions. Première question, qu'est-il arrivé à l'Anglais? D'après le texte, Sir John Rowell a été assassiné. Qui a-t-on soupçonné d'avoir commis ce meurtre? La police a soupçonné le domestique de Sir John et l'a accusé de ce meurtre. En entrant dans le salon de Sir John, j'aperçus du premier coup d'œil le cadavre étendu sur le dos, au milieu de la pièce. Le gilet était déchiré, une manche arrachée pendait. Tout annonçait qu'une lutte terrible avait eu lieu. L'Anglais était mort étranglé. Sa figure noire et gonflée, effrayante, semblait exprimer une épouvante abominable.
Il tenait entre ses dents serrées quelque chose, et le cou percé de 5 trous, qu'on aurait dit faits par des pointes de fer, était couvert de sang. Un médecin le rejoignit. Il examina longtemps les traces des doigts dans la chair et prononça ces étranges paroles. On dirait qu'il a été étranglé par un squelette. Nous répondons à la troisième question. Que révèle l'examen du corps? Après avoir examiné le corps de la victime, le médecin a constaté que l'Anglais a été étranglé par le squelette d'une main. Par quel procédé l'auteur marque-t-il l'incertitude sur la cause de la mort de l'Anglais? Le doute du médecin sur la cause du meurtre est marqué par l'emploi du conditionnel « on dirait » que nous avons mis en jaune dans le texte. On dirait qu'il a été étranglé par un squelette. Un frisson me passa dans le dos, et je jetai les yeux sur le mur, à la place où j'avais vu jadis l'horriblement décorché. Elle n'y était plus. La chaîne, brisée, pendait. Alors je me baissai vers le mort, et je trouvai dans sa bouche crispée un des doigts de cette main disparue, coupé ou plutôt scié par les dents juste à la deuxième phalange. Puis on procéda aux constatations. On ne découvrit rien. Aucune porte n'avait été forcée, aucune fenêtre, aucun meuble. Les 2 chiens de garde ne s'étaient pas réveillés. Répondons maintenant à la 5e question. Qu'est-ce qui accentue l'aspect surnaturel de ce crime? Alors, les éléments qui marquent l'aspect surnaturel de ce meurtre sont, premièrement, l'examen des lieux inviolés et les témoignages du domestique, qui révèlent que son maître avait un comportement étrange. Par exemple, il frappait la main accrochée au mur et brûlait des lettres qui lui arrivaient. La disparition de la main et la découverte des doigts dans la bouche de la victime. Ceci implique que la main a tué l'Anglais, chose qui est irrationnelle. L'étranger, la nuit, parlait tout haut, comme s'il se querellait avec quelqu'un qui n'existe pas, au dire du domestique. Les chiens de garde n'avaient pas aboyé, donc la menace ne venait pas de l'extérieur. De plus, la description de l'état du cadavre, sa figure noire et gonflée, effrayante, semblait exprimer une épouvante abominable. Il tenait entre ses dents serrées quelque chose, et le cou percé de 5 trous, qu'on aurait dit fait avec des pointes de fer, était couvert de sang. Voici en quelques mots la déposition du domestique. Depuis un mois, son maître semblait agité. Il avait reçu beaucoup de lettres, brûlées au fur et à mesure. Souvent, prenant une cravache, dans une colère qui semblait de démence, il avait frappé avec fureur cette main séchée, scellée au mur et enlevée. On ne sait comment, à l'heure même du crime. Il se couchait fort tard et s'enfermait avec soin. Il avait toujours des armes à portée de bras. Souvent, la nuit, il parlait haut, comme s'il se fût querellé avec quelqu'un. Cette nuit-là, par hasard, il n'avait fait aucun bruit. Et c'est seulement en venant ouvrir les fenêtres que le serviteur avait trouvé Sir John assassiné. Il ne soupçonnait personne. Répondons à la question 6. Que rapporte le narrateur dans le passage souligné? Dans ce passage, le narrateur rapporte la déposition du domestique qui raconte le comportement étrange qu'avait son maître il y a de cela un mois. Donc, le domestique nous rapporte un souvenir. Il s'agit d'une analepse, c'est-à-dire d'un retour en arrière, introduite par « depuis un mois ». Je communiquai ce que je savais du mort aux magistrats et aux officiers de la police publique, et en fit dans toute l'île une enquête minutieuse. On ne découvrit rien. Or, une nuit, 3 mois après le crime, j'eus un affreux cauchemar. Il me sembla que je voyais la main, l'horrible main, courir comme un scorpion ou comme une araignée le long de mes rideaux et de mes murs. 3 fois, je me réveillai. 3 fois, je me rendormis. 3 fois, je revis le hideux débris galoper autour de ma chambre, en remuant les doigts comme des pattes. Quelles sont les manifestations physiques et psychologiques de ce crime sur le juge? Après ce drame, le juge était perturbé au point de trembler de peur. Il était agité et ne comprenait pas ce qui arrivait.
Un frisson me passa sur le dos et je jetai les yeux sur le mur à la place où j'avais vu jadis l'horrible main d'écorché. Comment s'exprime-t-elle? Cette peur se manifestait par des cauchemars durant son sommeil. Il était hanté par la vision de cette main écorchée, gambadant dans sa chambre et se faufilant sur ses rideaux. Le lendemain, on me l'apporta trouvé dans le cimetière, sur la tombe de Sir John Rowell, enterré là, car on avait pu découvrir sa famille. L'index manquait. Voilà, mesdames, mon histoire. Je ne sais rien de plus. Les femmes éperdues étaient pâles, frissonnantes. Une d'elles s'écria: « Mais ce n'est pas un dénouement, cela, ni une explication. Nous n'allons pas dormir si vous ne nous dites pas ce qui s'est passé, selon vous. » Répondons à la question 8. Qu'est-il arrivé à ce stade de l'histoire et à quoi correspond ce moment du récit? À ce stade de l'histoire, l'enquête de police n'a pas abouti parce qu'on n'a pas arrêté de coupable. Et la main est retrouvée enterrée sur la tombe de Sir John Rowell. Il s'agit du dénouement avec la découverte du prétendu coupable qui est la main. À qui s'adresse le narrateur dans ce passage? Dans cette partie, le narrateur s'adresse aux femmes incrédules à qui il racontait son histoire, si vous vous rappelez bien, lors d'une soirée à Paris. Par ce procédé, l'auteur nous renvoie donc à la réalité. Le magistrat sourit avec sévérité. « Oh, moi, mesdames, je vais gâter certes vos rêves terribles. Je pense simplement que le légitime propriétaire de la main n'était pas mort. Il est venu la chercher avec celle qui lui restait. Mais je n'ai pu savoir comment il a fait, par exemple. C'est là une sorte de vendetta. » Une des femmes murmura: « Non, ça ne doit pas être ainsi. » Et le juge d'instruction, souriant toujours, conclut: « Je vous avais bien dit que mon explication ne vous irait pas. » Passons à la question 10. Que représente cette étape de l'histoire? Donc nous sommes arrivés à la fin de l'histoire, vécue par le juge. Il s'agit de la situation finale. Quelle est la réaction du juge par rapport à ce qu'il a vécu? Nous l'avons vu durant tout le texte, que malgré son doute, le juge tente de donner une explication rationnelle en supposant que le légitime propriétaire de la main n'était pas mort et qu'il est venu se venger, même si au fond de lui, il trouve que cette histoire est étrange, mais en sa qualité de juge rationnel, il rejette toute explication surnaturelle. Répondons maintenant à la 12e question. Alors, en se basant sur les connecteurs temporels surlignés dans le texte, comment peut-on qualifier la progression de l'histoire? Alors, j'ai mis tous les connecteurs temporels de cet extrait en jaune. Un matin, une demi-heure plus tard, alors, puis, depuis un mois, cette nuit-là, une nuit, 3 mois après le crime. Ces indicateurs de temps, aussi le lendemain. Ces indicateurs de temps permettent de situer les événements et, comme nous l'avons dit déjà, le narrateur ne fait pas un récit linéaire, étant donné qu'il joue sur l'ordre des événements. En adoptant des annales, effectivement, là, il fait un retour en arrière depuis un mois. Le domestique nous raconte un souvenir. Pourquoi recourir à ce procédé-là? C'est dans le but de créer un effet d'attente et d'installer un suspense permanent qui va dérouter le lecteur. Après toutes ces réponses, faisons le point sur ce qui a été expliqué dans cette partie. La situation finale maintient le lecteur dans l'indécision et lui donne le choix entre une interprétation naturelle ou surnaturelle du phénomène ou du fait. Les certitudes du personnage sont ébranlées et il reste durablement perturbé par son expérience. Le dénouement ne recherche pas d'effet de chute. Il n'y a pas de révélation finale ou d'élucidation de l'énigme, comme dans le roman policier. C'est cette incertitude de l'impossibilité de discerner le réel de l'irréel et la difficulté d'expliquer de manière rationnelle ces phénomènes étranges et troublants qui représentent le cœur même du récit fantastique et qui lui donne aussi toute sa saveur. Pour terminer, nous allons voir le schéma actantiel.
de cette nouvelle dans lequel nous allons découvrir la fonction de chaque actant. Nous avons dit que dans le schéma actantiel, il faut avoir les 6 actants, les identifier, et les différentes relations qu'ils entretiennent entre eux et qui font progresser l'histoire. Alors, dans notre nouvelle, notre sujet, ou le héros, est le juge Bermutier. Que cherche le juge Bermutier? Quel est l'objet de sa quête? Il cherche à enquêter pour rétablir la vérité sur l'assassinat de l'Anglais. Nous avons ici un axe de désir. On appelle cette flèche l'axe du désir. Pourquoi? Parce que c'est ce que recherche le héros. Qui va envoyer notre héros à la quête de cet objet? C'est ce que nous avons appelé le destinateur. Ce sont ses obligations professionnelles. En sa qualité de juge d'instruction, il est chargé d'investigation et d'enquête pour élucider des crimes. Qui va l'aider dans sa quête? Nous avons vu que l'adjuvant, c'est l'ami ou l'allié qui va aider notre héros dans sa quête. Nous avons son esprit rationnel, les témoignages du domestique et du médecin. Qui va s'opposer à sa quête? Les ennemis sont les circonstances étranges de la mort de l'étranger, mais aussi la main retrouvée sur la tombe que le juge n'arrive pas à expliquer. Qui va bénéficier de cet objet? Le bénéficiaire ou le destinateur, et bien sûr le juge Bermutier, mais aussi toute la population de la ville d'Ajaccio. Je vous présente maintenant cette grille des différentes étapes de la nouvelle qui constitue sa structure narrative. Je précise qu'il s'agit du récit cadre et je vous donne aussi le contenu et la fonction de chacune des parties. Alors, la situation initiale, comme nous l'avons déjà expliqué, est une situation de calme et d'équilibre. Elle commence dans notre récit par « J'étais alors juge d'instruction à Ajaccio jusqu'à j'avais la tête pleine de ces histoires ». Que contient cette partie? Dans cette partie, nous avons le personnage principal qui nous présente le cadre spatio-temporel en précisant les circonstances du déroulement de l'histoire. Et dans cette partie aussi, le personnage présente un cadre banal et réaliste qui va contribuer à authentifier son histoire et à permettre éventuellement au lecteur de s'identifier au héros. Cette situation initiale sera perturbée par un élément modificateur qui va venir rompre son équilibre. Dans notre récit, elle commence par « Or, j'appris un jour qu'un Anglais venait de louer pour plusieurs années une petite villa au fond du Golfe ». Cet élément perturbateur est introduit par un outil qui va marquer un effet soudain de son interruption. Ici, dans notre récit, c'est la conjonction de coordination « or » qui va prendre en charge ceci. Que contient, à quoi sert, dans notre récit, qu'est-ce qui vient perturber la situation initiale? C'est l'installation dans la région d'un étranger mystérieux et étrange. Nous passons à la troisième étape, qui est les péripéties ou les actions. Dans notre nouvelle, elle commence bientôt, tout le monde s'occupa de ce personnage singulier, jusqu'à 3 fois je revis le hideux débris galoper autour de ma chambre en remuant les doigts comme des pattes. Vous remarquez que j'ai surligné les verbes en rouge pour attirer votre attention sur le fait que vous devez conjuguer dans cette partie les verbes au passé simple. Pourquoi? Parce que le passé simple sert à la progression du récit. Cette progression est résumée par les actions suivantes. Surveillance discrète de l'étranger par le juge suite à l'amplification des rumeurs. Mise en place d'une stratégie pour l'approcher. Rencontre entre les 2 hommes et invitation du juge par l'étranger. Découverte d'une main humaine momifiée fixée au mur du salon dans la demeure de l'Anglais. Assassinat de Sir John Rowell. Échec de l'enquête menée pour chercher le coupable du crime. Et hantise du juge par la main et succession de cauchemars. Donc nous remarquons ici que notre personnage principal est entraîné dans une aventure. Des faits vont progresser, souvent de l'étrange vers le fantastique.
Ils engendrent ainsi des interrogations, des angoisses, des peurs et des paniques du personnage ou des personnages. Nous arrivons maintenant à la résolution ou le dénouement. Dans notre nouvelle, le passage qui le contient, le lendemain, on me l'apporta trouver dans le cimetière sur la tombe de Sir John Rowell, enterré là, car on avait pu découvrir sa famille, l'index manqué. Donc, que contient cette partie? Le coupable du crime de Sir John a été retrouvé, donc on a une solution. Mais le juge n'accepte pas une explication raisonnable, même s'il doit avouer qu'il n'a pas réussi à résoudre l'énigme de l'assassinat. La situation finale, nous retrouvons un équilibre, mais qui est différent de celui de la situation initiale. Pourquoi? Parce que c'est un équilibre d'apparence. Pourquoi? Parce que notre héros reste marqué négativement par les événements étranges qu'il a vécus, en refusant l'explication surnaturelle. Donc, il n'est pas heureux, parce qu'il n'est pas arrivé à avoir une explication et il n'a pas résolu son crime. Cette situation finale se résume à « Voilà, mesdames, mon histoire, je ne sais rien de plus, jusqu'à « Je vous ai bien dit que mon explication ne vous irait pas ». Nous arrivons ainsi à la fin de l'analyse de notre nouvelle. Avant de terminer, je vous fais quelques propositions de lecture. Pourquoi? Parce que les sages disent que la lecture agrandit et anoblit l'âme et éclaire l'esprit. C'est pourquoi je vous propose ces titres de nouvelles fantastiques. Nous avons Apparition ou le Horla de Guy de Maupassant, La morte amoureuse ou La cafetière de Théophile Gautier, Le portrait ovale d'Edgar Allan Poe, L'histoire d'un mort racontée par lui-même d'Alexandre Dumas et La Vénus d'Île de Prosper Mérimée. Vous pourrez trouver ces nouvelles-là sur le site bouquineux.com. Vous allez y accéder gratuitement et vous allez trouver une infinité d'œuvres appartenant à des genres différents, d'auteurs connus et méconnus. Il vous suffira d'un clic pour que vous fassiez un délicieux voyage emporté par des mots vers des mondes fantastiques. Nous arrivons donc à la fin. J'espère que cette étude vous sera bénéfique. Je vous informe que je réserve les 2 prochains cours à la production d'un récit fantastique et à la méthodologie du compte rendu. Soyez donc au rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous et merci de votre attention. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.